Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer ensemble les mécanismes profonds de l'efficacité professionnelle et, osons le dire, du bonheur au travail. Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant sur vos épaules, cette sensation d'être le seul à pouvoir maintenir le navire à flot? Courant d'une urgence à l'autre pendant que vos collaborateurs semblent attendre vos instructions les bras croisés. Si cette image résonne en vous, c'est que vous êtes peut-être victime du mythe le plus tenace du monde professionnel. Celui qui murmure à votre oreille que si vous voulez que le travail soit bien fait, vous devez le faire vous-même. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe pièce par pièce en nous appuyant sur l'ouvrage remarquable de Donna M. Jeunette, intitulé If You Want It Done Right, You Don't Have to Do It Yourself, ou comme on pourrait le traduire. Le secret de la délégation efficace. Ce livre n'est pas un manuel technique aride, c'est une fable, une histoire humaine qui met en scène deux cousins, Jones et James, dont les destins professionnels, bien que partis du même point, vont prendre des trajectoires diamétralement opposées. Imaginez deux hommes, Jones et James. Ils ont grandi ensemble, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ont fait les mêmes études. Et ils ont même fini par travailler dans des environnements similaires, épousant deux sœurs jumelles. Le parallélisme est parfait, jusqu'au moment où ils deviennent tous deux managers. C'est là que la fracture se crée, une fracture qui ne cesse de s'élargir jour après jour. D'un côté, nous avons Jones. Jones semble avoir tout compris. Il arrive au travail après avoir pris un bon petit déjeuner, il quitte le bureau à une heure raisonnable pour dîner en famille, il joue au golf. Il part en week-end l'esprit léger. Ses équipes sont performantes, souriantes, et atteignent leurs objectifs avec une aisance déconcertante. De l'autre côté, il y a James. James est l'archétype du manager au bord du burn-out. Il saute le petit déjeuner pour foncer au bureau, il reste tard le soir pour corriger les erreurs des autres ou finir des dossiers. Il est accro au café pour tenir le coup, et son humeur est devenue massacrante. Sa vie de famille en pâtit, sa santé décline, et paradoxalement, les performances de son équipe sont médiocres. James est prisonnier de la croyance qu'il doit tout contrôler, tout faire, car personne ne peut le faire aussi bien que lui. C'est face à cette situation insoutenable, alors qu'il réalise qu'il est en train de gâcher sa vie et sa carrière, que James décide d'aller voir son cousin Jones pour comprendre son secret. Comment fait-il pour réussir sans s'épuiser? La réponse de Jones est désarmante de simplicité mais profonde de sens, il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment grâce à l'art de la délégation. Jones confie à James qu'il n'est pas né bon manager, il l'est devenu après avoir commis des erreurs. Notamment avec une collaboratrice nommée Jennifer. C'est à travers ces erreurs que Jones a théorisé les 6 étapes fondamentales de la délégation, que nous allons décortiquer ensemble maintenant. Car elles sont la clé de voûte de tout changement organisationnel. La première leçon que Jones partage concerne la préparation. Il raconte comment, au début de sa carrière, il avait confié à Jennifer la création d'une brochure publicitaire. Il pensait que c'était simple, que Jennifer avait du talent. Mais lorsqu'elle est revenue avec le résultat, c'était une catastrophe, le design ne correspondait pas à l'image de l'entreprise. Le contenu était inadapté. Jones était furieux, mais Jennifer lui a alors tenu tête en lui disant une vérité qui fait mal. Vous ne m'avez jamais dit ce que vous vouliez vraiment. Vous ne m'avez donné aucune directive précise. C'est ici que résident la première et la deuxième étape de la méthode. La première étape est de se préparer soi-même avant de déléguer. Il faut savoir exactement ce que l'on veut. La deuxième étape est de définir clairement la tâche à la personne à qui on la confie. Mais attention, il ne suffit pas de parler. Jones explique qu'il faut demander à la personne de répéter ce qu'elle a compris. Ce n'est pas pour l'infantiliser, mais pour s'assurer qu'il n'y a pas de fossé entre ce que vous avez dans la tête et ce que l'autre a perçu. Combien de fois avons-nous été déçus par un résultat simplement parce que notre demande était floue? James réalise alors qu'il commet cette erreur constamment, il suppose que ses employés lisent dans ses pensées. En appliquant immédiatement ce conseil, James commence à voir des changements, mais il se heurte vite à un nouvel obstacle. Ses collaborateurs font le travail, oui, mais pas dans les temps. Il retourne voir Jones, qui lui sourit et lui rappelle une évidence souvent oubliée, la notion de délai. C'est la troisième étape cruciale. Une tâche sans date limite n'est qu'un souhait pieux. Il faut fixer une échéance précise. James comprend qu'en omettant de préciser quand le travail devait être fini, il laissait ses équipes dans le flou.
créant ainsi sa propre frustration. Il retourne au bureau, commence à définir des deadlines clairs, et miracle, la fluidité revient. L'atmosphère s'allège, James commence même à rentrer plus tôt chez lui, retrouvant le sourire de sa femme et de ses enfants. Cependant, le chemin vers la maîtrise de la délégation est semé d'embûches. Alors que tout semble aller pour le mieux, un incident majeur survient avec un autre collaborateur, Josh. James avait délégué un projet important, en prenant soin de bien définir la tâche et les délais. Pourtant, Josh a pris une initiative malheureuse, une décision qui dépassait largement ses prérogatives et qui a mis l'équipe en difficulté. James est atterré. Il a l'impression d'avoir tout fait correctement cette fois-ci. Il retourne voir son mentor, Jones, prêt à blâmer l'incompétence de Josh. Mais Jones l'arrête tout de suite. Il lui explique que l'erreur vient encore du manager. James a omis la 4e étape, définir le niveau d'autorité. C'est une nuance fascinante que beaucoup de leaders ignorent. Déléguer ne signifie pas donner les clés de la maison sans instruction. Jones détaille 3 niveaux d'autorité distincts qu'il faut clarifier dès le départ. Le premier niveau est le droit de recommandation, l'employé analyse le problème, trouve des solutions, mais ne fait rien sans l'accord du manager. C'est idéal pour les débutants ou les tâches critiques. Le deuxième niveau est le droit d'information et d'initiative, l'employé choisit la meilleure solution, informe son manager de son choix. Et lance l'action si le manager ne s'y oppose pas. C'est un niveau intermédiaire de confiance. Enfin, le troisième niveau est le droit d'action intégral, l'employé a carte blanche, le manager a une confiance totale et le risque est minime. En écoutant cela, James réalise qu'il a laissé Josh dans le flou concernant son pouvoir de décision. Josh, voulant bien faire, a cru avoir carte blanche alors qu'il n'aurait dû qu'être au niveau de la recommandation. Cette clarification est une révélation pour James. Il comprend que la délégation est un curseur que l'on ajuste en fonction de la compétence de l'employé et de la criticité de la tâche. Il retourne voir Josh, non pas pour le réprimander, mais pour s'excuser de ne pas avoir défini ce cadre. Cette humilité renforce la relation de confiance entre eux. Josh, soulagé de ne pas être le bouc émissaire, s'engage à respecter ces nouveaux paramètres. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. Jones insiste sur le fait que la délégation n'est pas un acte ponctuel, c'est un processus. Cela nous amène à la 5e étape, l'établissement de points de contrôle. Il ne s'agit pas de faire du micromanagement ou de surveiller chaque geste, mais de prévoir des jalons. Des moments où l'on vérifie ensemble que le projet est sur les bons rails. Jones explique que ces contrôles doivent être fréquents au début d'un projet ou avec un collaborateur novice. Puis s'espacer à mesure que la confiance et la compétence grandissent. C'est une sécurité pour le manager et un soutien pour l'employé. James avait négligé cela avec le projet de Jessica, une autre collaboratrice. Ce qui a conduit à une déception tardive car le travail avait dévié de sa trajectoire sans que personne ne s'en aperçoive. Avec des points de contrôle réguliers, James aurait pu rectifier le tir bien plus tôt, économisant temps et énergie. Enfin, nous arrivons à la 6e et dernière étape, celle qui boucle la boucle et transforme l'expérience en apprentissage. Le bilan ou le débriefing. Une fois la tâche terminée, il est impératif de prendre un moment pour analyser ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Que avons-nous appris? Jones souligne que ce moment n'est pas un tribunal, mais une opportunité de célébrer les succès et de transformer les échecs en leçons pour l'avenir. C'est ainsi qu'on fait grandir son équipe. En valorisant le travail accompli et en discutant ouvertement des axes d'amélioration, on crée un cercle vertueux de compétences et d'autonomie. James commence à appliquer cette revue finale systématiquement. Il découvre alors le plaisir de féliciter ses équipes, de voir leur visage s'illuminer. Et de constater que chaque nouveau projet est mieux géré que le précédent. Ce qui est fascinant dans le parcours de James, c'est qu'il ne se contente pas d'appliquer ses principes vers le bas. C'est-à-dire vers ses subordonnés. Il a une illumination, et si cela fonctionnait aussi vers le haut, avec son propre patron, Jacques? Un jour, Jacques lui confie un nouveau projet complexe de manière un peu vague, comme à son habitude. Au lieu de partir stressé et incertain comme autrefois, James prend son courage à 2 mains. Il sort un stylo, s'approche du tableau blanc de son patron et commence à poser les questions fatidiques. Quel est le résultat exact attendu? Quelle est la date limite? Quel est mon niveau d'autorité sur ce dossier? Quand faisons-nous un point d'étape? Jacques, d'abord surpris, est rapidement impressionné par le professionnalisme de James.
Cette démarche proactive rassure le patron et positionne James non plus comme un simple exécutant, mais comme un partenaire fiable et organisé. C'est la preuve que l'art de la délégation est en réalité l'art de la communication et de la clarification des attentes. Quel que soit le niveau hiérarchique. Au fil des semaines, la transformation de James est spectaculaire. Ce n'est plus le même homme. Au bureau, l'ambiance est passée de la tension à la collaboration joyeuse. Ses employés ne fuient plus le travail, ils prennent des initiatives car ils se sentent en sécurité dans le cadre défini par James. Ils savent ce qu'on attend d'eux, ils connaissent leur marge de manœuvre, et ils savent qu'ils seront soutenus. Mais le changement le plus émouvant se passe à la maison. James a retrouvé le temps. Le temps de jouer au badminton avec sa fille, le temps d'organiser des barbecues avec son cousin Jones. Le temps d'offrir des fleurs à sa femme sans raison particulière, juste par bonheur. Il a compris que déléguer, ce n'est pas se débarrasser du travail. C'est donner aux autres l'opportunité de briller tout en se libérant soi-même pour se concentrer sur ce qui a le plus de valeur. Que ce soit la stratégie au travail ou l'amour à la maison. L'histoire se termine sur une image symbolique, James, seul dans son bureau un vendredi soir, mais cette fois-ci, il ne croule pas sous les dossiers. Son bureau est rangé. Il regarde par la fenêtre, siffle un air joyeux et se prépare à rejoindre sa famille. Il a compris la leçon essentielle de Donna Jonette, le véritable rôle d'un leader n'est pas d'être indispensable au point de tout faire, mais de rendre son équipe si compétente et autonome que le leader peut se permettre de prendre du recul. En résumé, ce livre nous enseigne que la délégation efficace repose sur une structure rigoureuse mais libératrice. Récapitulons ensemble ces 6 piliers pour que vous puissiez, vous aussi, les mettre en pratique dès demain. Premièrement, préparez-vous avant de déléguer. Deuxièmement, définissez la tâche précisément et faites-la reformuler. Troisièmement, fixez une date limite claire. Quatrièmement, définissez le niveau d'autorité, recommander, informer, ou agir. Cinquièmement, établissez des points de contrôle intermédiaires. Et sixièmement, faites le bilan pour apprendre et progresser. Ce processus peut sembler demander du temps au début. C'est l'objection classique, je vais aller plus vite si je le fais moi-même. C'est peut-être vrai pour l'instant présent, mais c'est un calcul à court terme désastreux. En investissant ce temps initial pour former et guider, vous gagnez des centaines d'heures dans le futur. Vous passez du statut d'opérateur surchargé à celui d'architecte de votre réussite. Vous permettez à vos collaborateurs de développer leurs compétences, ce qui augmente leur motivation et leur estime de soi. C'est un cadeau que vous leur faites, et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de dire « laisse, je vais le faire », rappelez-vous de James et Jones. Rappelez-vous que votre valeur ajoutée n'est pas dans l'exécution de chaque détail, mais dans votre capacité à orchestrer l'ensemble. Osez faire confiance, osez clarifier, osez lâcher prise sur le contrôle absolu pour gagner en contrôle stratégique. La délégation n'est pas une perte de pouvoir, c'est au contraire la démultiplication de votre pouvoir d'action. Merci d'avoir écouté cette analyse de If You Want It Done Right, You Don't Have to Do It Yourself. J'espère que l'histoire de James vous inspirera à revoir vos méthodes de travail et à embrasser cette liberté qu'offre le management éclairé. N'oubliez pas, personne ne réussit seul, et les plus grandes réussites sont toujours collectives. À très bientôt pour un nouvel épisode qui, je l'espère, vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même, tant au bureau qu'à la maison. Prenez soin de vous, et surtout, apprenez à déléguer.